bien vieillir, je crois que c'est reconnu par tout le monde, c'est manger sainement, donc j'espère que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est s'activer physiquement, donc j'espère que vous avez franchi quelques pas de vos propres pieds pour arriver jusqu'ici. Et puis, c'est réfléchir un peu. Et pour moi, pas tout seul. Réfléchir tout seul, je ne suis pas sûre qu'on avance beaucoup. Alors, ce que je vais vous essayer d'aborder avec vous, c'est de commencer par quelques considérations sur l'espace, délimiter un petit peu comment moi je l'approche. Ensuite, me les appliquer à moi-même, qu'est-ce que j'en fais de ces espaces, et puis terminer par mes limites et interrogations. Finalement, c'est l'intérêt de cette réflexion, c'est de se poser des questions sur un sujet. Moi, j'ai eu l'impression de revenir à l'époque de la philo. Voilà, on vous sort un sujet et puis vous avez 3 heures pour le traiter. Alors, quand on est chez soi, on commence. Moi, je commençais par aller chercher le dictionnaire, voir les vieilles encyclopédies papier pour me donner des idées. Alors, bon, là, je n'y ai trouvé qu'une citation qui m'intéresse, mais je vous la livrerai à la fin. Et j'ai surtout essayé de repenser face à ma feuille et à moi-même quelle résonance avait ce terme d'espace dans la vie que j'ai construite depuis que je suis à la retraite. Donc je commence par quelques considérations pour vous définir l'espace sur lequel j'ai réfléchi et qui me parle. Donc d'abord j'oppose l'espace au vide. L'espace, pour moi, a un contenant. Le vide ne contient rien. L'espace contient ce qu'on y met ou ce qui s'y trouve être déjà. Donc, l'espace nous parle quand on y réfléchit. Donc, je distingue l'espace privé de l'espace commun. Quelques mots sur l'espace privé, quelques mots sur l'espace commun, et puis quelques mots sur l'espace-temps. Donc, voilà, c'est des considérations préalables qui m'ont paru importante à décrypter au départ. L'espace privé, pour moi, il a plusieurs dimensions. Il y a l'espace autour de sa propre personne physique. C'est l'espace à préserver pour pouvoir se mouvoir en sécurité. Et je me rappelle d'une séance d'initiation qui a été une séance unique au self-défense, dans laquelle l'enseignant nous disait dans un espace, l'espace privé qui vous appartient, c'est l'espace qui est à la distance entre la main et le coude. Cet espace, vous devez le préserver dans les situations où vous vous sentez en insécurité. Si une personne se rapproche de vous que vous ne connaissez pas, dans un espace inférieur à cette distance-là, vous pouvez légitimement vous sentir en danger. Donc vous allez commencer par reculer pour conserver cette distance, qui est votre distance de sécurité. Et si la personne ne respecte pas cette distance, ne comprend pas que votre mouvement, c'est un mouvement de protection qu'il doit respecter, c'est que vous êtes dans la situation potentiellement d'être agressé. Et donc là, cette défense vous apprend à réagir. Donc cet espace physique augmenté entre le corps et la distance avec une personne inconnue dont l'attitude peut être dangereuse, fait partie de votre espace, je dirais privé, puisque je suis sur la notion d'espace privé. Et évidemment que ça n'a pas une valeur absolue et que dans le métro, dans le tram ou autre, ou dans une foule dans laquelle on est intégré, ça n'a pas de sens. Mais quand on parle de la personne elle-même et de la notion de l'espace physique, il est augmenté de cette distance-là qui est la notion de sécurité. Donc, première notion. Ensuite, il y a l'espace que l'on habite. Alors on peut le louer, on peut en être propriétaire, et en tout cas c'est un espace qu'on occupe. Il est plus ou moins grand, et vous avez eu cette présentation sur la tiny house, selon lequel vivre dans moins, c'est mieux que de vivre dans trop. Donc l'espace que l'on habite
eh bien, on l'organise. Il y a un côté pratique, il y a un côté esthétique et il y a un rapport intime avec l'aménagement, l'ordonnancement, le changement, l'immobilité éventuelle de cet espace. On a tous un rapport particulier avec cet espace que l'on occupe au quotidien, nuit et jour, et avec lequel on travaille, soit pour le conserver, soit pour le faire bouger. Et à chaque fois qu'on réfléchit, il y a un sens à ça qui nous renvoie à comment on construit un rapport avec cet espace physique qu'est l'habitation. Dans cet espace, ça me paraît important de souligner qu'on peut y vivre à plusieurs, avec un conjoint, avec des enfants. Quand on est à la retraite, il y a plus de chances qu'on ne soit plus avec des enfants, et encore. Et en tout cas, et on peut y vivre seul aussi. Et le rapport à l'espace est construit, dans ce cas-là, si on est avec d'autres personnes, sur une base tacite ou discutée, mais qui peut faire débat. Comment chacun s'approprie un espace à lui, comment on partage cet espace qui reste un espace privé, et ça, c'est l'objet d'échanges ou d'intériorisation qui, si elle ne donne pas lieu à un échange mais à des tensions, peut se vivre difficilement. Donc, c'est un point aussi important. Et puis, la quatrième dimension, dans ce que j'appelle, dans ces idées autour de l'espace privé, eh bien, c'est l'espace intérieur. C'est la voix qui résonne en nous, qui dialogue avec nous, donc qui résonne avec un accent aigu ou qui résonne avec un AI. Et ici, l'espace, c'est un prolongement de nous-mêmes, non pas physiquement, mais intérieurement, qui nous appartient. Nous en sommes en quelque sorte propriétaires, mais on peut le faire bouger ou pas. Voilà, quelques réflexions sur l'espace au sens de l'espace privé, que j'oppose ou que je différencie très clairement de l'espace commun. L'espace commun, pour moi, évidemment, c'est toujours « je » qui s'exprime, c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que l'espace privé a ses limites. Et on l'a très largement vu avec le confinement. Le confinement, pour beaucoup, ça a été quasiment de l'enfermement. Ça touche à la privation de liberté. Donc, il s'agit de repousser les limites physiques de cet espace privé dans la période qu'on a connue, duquel on n'avait pas le droit de sortir, sauf dans des contextes extrêmement restreints, mais de repousser aussi les limites psychiques. Et là, je pense au témoignage d'un jeune autiste qui s'est exprimé auprès de quelqu'un de ma famille, qui m'a fait lire son mail, et qui disait « Eh bien, voyez-vous, dans cette période de confinement, peut-être avez-vous commencé à comprendre dans quel espace psychique je suis enfermée et je vis. Et je me réjouis que cette triste opportunité vous ait donné à comprendre ce qui se passe pour moi et la douleur qui accompagne cet enfermement psychique. » Donc, l'espace commun, c'est tout à fait essentiel. Et chacun a un rapport différent à ce commun, qui se compose des autres, on partage ou pas, mais qui se compose aussi de l'environnement, de la nature, et de la relation qu'on construit avec cette nature, ces formes différentes, mais il s'agit à chaque fois d'espaces communs. Et le dernier point dans cette, en quelque sorte, grande introduction, c'est le rapport entre l'espace et le temps. L'espace et le temps se conjuguent parce qu'ils construisent notre vie, le sens qu'on donne à notre vie. Le temps, il est linéaire, il se découpe, il s'écoule. L'espace, il est volumétrique, il se remplit. Penser sa vie en temps, c'est la découper.
penser sa vie en espace, c'est l'occuper. Donc mes réflexions s'inscrivent dans ces considérations générales et dans un contexte personnel dont je suis bien obligée, sans réticence d'ailleurs de ma part, de vous donner quelques éléments. Et donc les éléments, c'est que je suis à la retraite, en l'occurrence maintenant depuis 9 ans. Je vis seule, j'habite une maison, j'ai 3 filles, j'ai 8 petits-enfants. La retraite, ce sont des années, je dirais même les dernières, un temps, un lieu de vie, donc des espaces à habiter au sens physique et philosophique du terme, si on peut dire. C'est une période de liens familiaux, de liens amicaux à découvrir. Et c'est l'organisation de ces espaces qui nous nourrit, qui nous amène à réfléchir. Je fais quoi de tout cela ? Et c'est avec cette question que j'ai abordé la retraite. Mailler le temps, l'espace pour donner du sens, moi, dans ma relation avec et aux autres. Et donc, je me suis dit, parce qu'il y a bien longtemps qu'on m'a dit « Comment tu organises ta retraite ?» Et ma réponse est venue très vite. Elle n'était pas forcément pensée à l'avance. Elle m'a dit ma réponse est 3/3. 3/3. Temps, espace pour la famille, temps, espace pour les autres, temps, espace pour moi. Donc c'est finalement comme ça que quand j'ai été saisie et prise à la gorge par cette question, on aimerait votre intervention sur le thème de l'espace, je me suis dit, tiens, c'est comme ça que je vous ai répondu, Christine. Je dis, voilà, moi j'ai organisé ma vie comme ça, mais est-ce que c'est un sujet d'échange avec d'autres personnes ? Et vous m'avez dit, oui, très bien. donc voilà, je reste sur ce vécu, parce que, encore une fois, je n'ai pas construit ça pour vous, j'ai construit ça pour moi. Donc, je vais revenir rapidement sur ces 3 espaces-temps. L'espace avec et pour la famille. Alors, plein de choses vont avoir un écho chez vous, bien entendu, et c'est ça qui est intéressant, ou éventuellement susciter un dialogue après coup. C'est le plaisir de remplir son espace avec des relations construites à partir d'une histoire partagée. Et quand je parle de mes enfants, depuis le début, très clairement, mais qui n'est pas continue. À un moment donné, les enfants partent vivre autre chose. Donc, espace partagé avec ses enfants, c'est le constat que chacun a aussi construit son espace de vie et qu'il occupe avec ses propres engagements professionnels et familiaux. Et c'est s'interroger sur les écarts, les distances qui peuvent apparaître dans ces espaces de rencontre, de dialogue, avec des enfants qu'on a élevés sur des valeurs, des passés communs de chacune des familles, du père et de la mère, et puis se rendre compte que ces écarts, on les vit plus ou moins bien. Donc il y a dans ces espaces, à l'origine totalement partagés, avec des étapes différentes selon évidemment l'âge des enfants, mais il y a des distances qui peuvent s'installer. Et il s'agit sur ces espaces-là, qui ne sont plus aussi et autant partagés, ni pas de la même façon, de travailler sur soi pour les interroger. Et non pas se dire, mais je ne reconnais plus ces réflexions, ces attitudes, cette façon de vivre, mais comment je les accepte, comment je les respecte, comment je maintiens le dialogue et comment je ne culpabilise pas, je ne reste pas perplexe, mais comment je retrouve l'espace qui donne du sens à ma relation de mère avec chacun de mes enfants, qui n'évolue pas de la même façon. Donc, respecter
et trouver les espaces de rencontre possibles qui mettent en avant ce qui rapproche plutôt que ce qui sépare. Avec les petits-enfants, c'est différent, hein. C'est remplir sa maison, c'est remplir son temps, c'est remplir ses émotions dans un rapport qui allie tendresse, autorité, écoute, étonnement et rythme, accompagnement, épuisement et bonheur. Je pense que ça vous parle. Voilà quelques propos sur l'espace avec la famille. L'espace avec et pour les autres. Eh bien, pour moi, ça a été cette maison que j'ai, dans laquelle je suis seule, comment et avec qui je la partage. Comment mon temps, qui est très ouvert, je le consacre aussi à d'autres. Et dans tous les cas, se pose la question, dans cette approche de l'espace avec et pour les autres, se pose la question de la co-construction de l'espace, qu'il soit physique quand il s'agit d'accueillir chez soi, ou qu'il soit purement de la relation humaine quand on est en interface avec un autre qu'on a choisi de rencontrer dans un milieu associatif ou autre. Et donc, quelques mots sur ma décision par rapport à cet espace physique, privé, qui est le mien, sur ma décision, donc, depuis 2017, d'accueillir des mineurs non accompagnés. Bon, aujourd'hui, on connaît bien la problématique et j'ai quelques amis qui m'ont proposé de se réunir, donc c'était 2017, pour réfléchir à la question de la place que chacun souhaitait, voulait avoir dans cette étape d'accompagnement d'une façon ou d'une autre de migrants, et qui a débouché pour certains d'entre nous dans un groupe de réflexion très ouvert et donc très, très commun, là on est vraiment dans l'espace commun, sur certains font de l'alphabétisation, d'autres sont plus engagés et militants dans des associations, et d'autres souhaitaient réfléchir à l'accueil de mineurs dans leur domicile. Donc c'est ce que j'ai fait avec quelques personnes, et nous sommes 4 familles depuis 2017 qui se sont regroupées et qui travaillons en lien avec les hébergeurs solidaires de Bordeaux. Et nous proposons, lorsque nous sentons que nous sommes dans des périodes de disponibilité, un calendrier au départ de 3 mois, et à 3 ou 4 familles, nous mettons des dates d'accueil possibles. Hébergeurs solidaires, par le biais du SAMU social, identifient des mineurs fragiles. Ils le sont tous, évidemment, mais certains méritent qu'on ait une attention particulière et urgente à leur égard, leur proposent d'aller dans des familles d'accueil, et nous ne mettons aucune condition dès lors qu'hébergeur solidaire a identifié un mineur qu'il nous propose d'accueillir chez nous. Nous l'accueillons, et donc la première famille qui l'accueille fait une réunion avec le représentant d'hébergeurs solidaires, une personne qui va être son référent, souvent ce sont des étudiants, et qui va suivre le mineur et faire le lien entre le mineur et la famille, et le lien avec l'avocat qui suit la procédure administrative, voire judiciaire, puisqu'à un moment donné, il s'agit de faire reconnaître la minorité de ce jeune. Alors, voilà le cadre. Donc, depuis 2017, j'ai accueilli une dizaine de mineurs sur des périodes qui se renouvellent de 15 jours en 15 jours. Donc, 15 jours, puis ils changent de famille, puis ça permet qu'il identifie plusieurs modes de vie dans des familles différentes. C'est un peu inquiétant au début parce que toute situation nouvelle pour un mineur est une source d'inquiétude, c'est de l'inconnu. Donc c'est vraiment une grosse source d'inquiétude, c'est pour ça qu'on le rencontre tous au début.
on se présente, et puis voilà, il va dans les familles et il retourne dans les mêmes familles. Donc c'est aussi une diversité de modes de vie de ces familles. Moi je suis seule, d'autres sont en couple, on a des âges différents, on a des enfants, des petits-enfants surtout, donc il y a aussi des contacts différents. Depuis 2017, tous les mineurs ont été reconnus mineurs. Et ça, on n'a pas été confronté à la situation où un jour, le ou la personne ne le sera pas, mais elle est prévenue au départ que les familles n'accueillent que des mineurs jusqu'à la décision judiciaire. Alors, ce que j'ai appris de cette expérience par rapport à mon espace et à cette co-construction qu'on a dans cet espace physique de rencontre et d'accueil d'un inconnu, c'est déjà apprendre à ne pas questionner. Il est là, elle est là, à un moment de son chemin. On ne peut pas être à sa place, on ne peut pas vraiment faire preuve d'empathie. On n'a pas connu ce qu'il ou elle a vécu, ce qu'il ou elle l'a amené à quitter son pays. Alors on a des brides, mais c'est apprendre à ne pas tomber sur cette personne pour comprendre. Et on est souvent chez nous dans ce besoin de rationalité. À qui ai-je affaire? Pourquoi est-il là? Et comment est-il arrivé? Donc voilà, c'est un apprentissage que de voir comment les choses vont se passer et nous amener à apprendre au fil des échanges ce que la personne accepte de dire de son parcours. C'est ensuite s'adapter pour construire quelque chose avec quelqu'un en identifiant notre espace de rencontre possible. Il n'est jamais évident. Évidemment, deux personnes ne se ressemblent pas. C'est parler français plus ou moins bien, c'est lire et écrire, a été en classe, n'y a jamais été, a vécu parce qu'on a des éléments sur le dossier médical et des rendez-vous médicaux auxquels on doit faire face, a vécu des épreuves terribles ou des épreuves que l'on ne connaît pas. Et donc, c'est s'adapter à ces éléments de façon fine, attentive, et c'est donc construire, ça peut être avec des temps de silence, une relation qui a pour objectif de sécuriser la personne accueillie. Donc c'est aussi lui ouvrir un espace inconnu qui est celui de notre culture, de notre mode de fonctionnement en société. Et moi je considère que c'est un point essentiel. Si ce jeune veut rester dans notre pays, il doit en connaître les codes, la culture, les modes de fonctionnement de notre société, les risques, les dangers, et il est là pour que j'essaye de lui faire partager ces éléments-là. Et puis, c'est par la suite, et ça je l'apprends aujourd'hui, garder un espace pour ceux qui, ayant été reconnus mineurs, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et vont être dans un parcours scolaire mais souvent professionnel. Donc garder un espace pour ceux qui le souhaitent, donc dans la suite de leur cheminement, et mesurer aussi la place que l'on a pris dans leur espace à eux et y ajuster le nôtre. Certains ne souhaiteront pas forcément conserver, garder un contact, et d'autres ont un immense besoin de ce contact et vous interpellent en vous disant « mais tu ne m'appelles pas ». Et donc, c'est là, accepter de s'interroger, c'est quoi l'espace commun que je me sens de construire pour lui ou elle, mais qui me convient à moi aussi. Parce que si l'espace n'est pas commun, n'est pas partagé, n'est pas réfléchi, il va être chaotique. Donc, c'est encore une construction après coup. Voilà, alors ça, j'ai un peu développé ce point-là parce que, oui, j'avais besoin de partager mon espace physique et je savais que ça impliquait bien d'autres choses que le seul espace physique. Partager mon espace pour et avec d'autres, c'est pour moi un engagement associatif et un engagement associatif dans le milieu protestant. Bon, je reviendrai en conclusion sur peut-être le pourquoi.
Mais voilà, j'ai connu le diaconat, le foyer fraternel, je suis au bureau d'Amos et je suis au conseil d'administration de Jeunesse Habitat Solidaire. Là, l'objectif, c'est toujours pour moi de me dire, je veux un équilibre entre ce que je pense pouvoir apporter, ce que j'ai envie d'apporter et ce que j'ai besoin de recevoir. Donc cette question de l'équilibre dans l'espace qu'on construit avec les autres dans le milieu associatif m'interroge toujours. Pour moi, quand je suis sollicitée, parce que c'est comme ça que c'est arrivé, pour rentrer au conseil d'administration, je me demande toujours, mais pourquoi on me demande à moi, hein, c'est ce que je vous ai dit au départ, pourquoi Christine Gillin s'est adressée à moi. Bon, ça fait rien, je n'ai pas besoin de réponse. Je n'ai pas d'a priori. Je ne sais pas vraiment ce que je sais faire dans ce milieu-là, dans cette association qui fait de l'insertion par l'activité économique, qui accueille des jeunes travailleurs. Je n'y connais pas grand-chose, mais tant pis, je vais construire. Je ne veux pas et je ne me sens pas capable de prendre un engagement sur un rythme défini toutes les semaines à telle heure. Non. Ça ne me convient pas, donc je ne pars pas là-dessus et il ne faut pas que le contrat parte là-dessus. Il ne me convient pas et mon espace, c'est une co-construction, donc ça doit être clair au départ. Par contre, les valeurs perçues et non fictives, ça, c'est des éléments essentiels. Il faut de la cohérence entre les écrits et les décisions. Et pourquoi est-ce que jusque-là, mon engagement a toujours été dans le milieu associatif, en partie protestant, quelquefois partagé avec le milieu catholique, et sans prosélytisme nulle part d'ailleurs, c'est parce que ces valeurs, je les sens, je les vois, et elles se déclinent. Et là où j'estime qu'il peut y avoir des choses qui me heurtent, je le dis. Avec une étiquette que je vous ai présentée, droit du travail, il a ses valeurs. Hein. Il y a une recherche d'équilibre, de juste part des uns et des autres. C'est un peu aussi ce qui m'a construit professionnellement. Et pour moi, ça compte. Et je sais que là, je peux, quand il y a des dérives possibles, des choses qui sont peut-être mal comprises, le dire et être entendu. Et ça, c'est pour moi essentiel. Mais une fois que ce cadre, cet espace est défini, après, je le remplis en co-construction avec ceux qui s'y trouvent déjà, ceux qui y sont et avec les événements qui s'y passent. Et donc, ces espaces-là sont absolument mouvants, ils sont en devenir et en tout cas, ils sont vivants. Et c'est ça que je trouve intéressant et qui me fait vivre. Comment rester capable de s'interroger sur qu'ai-je apporté? Est-ce que je peux faire mieux? Qu'ai-je trouvé? Ce qui m'a enrichi? Ce qui m'a fait plaisir? Ou au contraire, ce qui me contrarie? Donc il y a toujours cette idée de, une fois qu'un temps s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Est-ce que j'ai apporté ce que j'étais capable d'apporter? Est-ce que je ressors déçu? Et pourquoi? Et comment faire pour que ça ne se renouvelle pas? Avec qui en parler? Ou quoi changer dans mon attitude? Donc voilà, ces espaces-là, c'est une construction permanente de chaque événement, de chaque temps, avec le temps qui apporte en permanence des événements, souvent de plus en plus vite, quelquefois difficiles, et c'est donc se resituer dans cette contribution à cet espace commun et partagé avec les autres, pour qu'ils continuent à être des espaces vivants qui me nourrissent. Enfin, l'espace pour moi, l'espace pour moi, c'est évidemment l'espace que j'ai pu construire avec les autres et qui m'a nourri, qui m'alimente, qui m'enrichit. Mais l'espace pour moi, c'est aussi un dialogue avec moi. D'ailleurs, je l'ai un petit peu évoqué dans toutes ces façons d'approcher la question de l'espace. Il se nourrit du dialogue avec les autres, mais c'est un face-à-face honnête, posé, nécessaire avec soi, pour donner du sens à l'espace-temps dans toutes ses composantes.
L'espace pour moi, c'est penser mon bien-être, santé, nourriture, cuisiner pour moi, avec d'autres, plaisir, l'échange de savoir, le partage de lecture, intellectuel, ce que peut apporter l'Université du temps libre sur Bordeaux, les conférences, convivial, la rencontre, faire avec. Donc en somme, ces différents espaces sont chacun, pour des raisons différentes, des ressources. C'est comme ça que moi, je cherche à les construire, à les évaluer. Et à chaque rentrée quasiment scolaire, je me pose la question, comment je réorganise ces trois espaces au regard de ce qu'ils m'ont apporté, les manques, les envies de les faire bouger. Donc ça peut être finir un projet personnel, là je suis sur un aspect d'études familiales passionnante et je me dis ça va me prendre du temps, je veux finir, je veux mener ça à bien, donc je vais bouger les lignes sur d'autres espaces pour retrouver du temps. Poursuivre l'accueil de mineurs isolés, mais mesurer l'importance de garder du lien avec certains d'entre eux. Donc ce temps qui est pris par les nouveaux, il ne faut pas qu'il se fasse au détriment de ceux que j'ai accueillis, parce que la continuité a du sens pour eux, elle en a aussi pour moi. Donc il faut préserver cet équilibre. Accepter éventuellement de consacrer plus de temps dans une action ciblée, dans une des associations dans laquelle je suis, parce qu'il y a un besoin et que ça donne du sens que d'avoir cet espace commun et partagé de façon renforcée à un moment donné. Avoir aussi des projets avec un ou des petits-enfants en fonction de qui il est, de ce qu'il devient, du lien que je veux construire avec lui, qui va avoir du sens pour lui et qui va en avoir pour moi. Et puis, c'est pour moi très important aussi construire des espaces en référence avec le milieu que j'affecte particulièrement, qui est celui de la montagne, et que j'aime faire partager à d'autres. Alors la seule citation que je ferai, j'ai quand même feuilleté un peu les encyclopédies, et il n'y en a qu'une qui m'a retenue, c'est une citation de Leibniz, qui est un philosophe du XVIIe siècle, qui dit « L'espace est l'ordre qui fait que les corps sont situables et par lesquels ils ont une situation entre eux en existant ensemble. Il est l'ordre des coexistences possibles. » Alors je terminerai en disant un mot ou deux sur mes limites et mes interrogations. Je ne sais pas quel contenu ni comment nommer ma foi en la vie. Foi qui n'est pas celle qu'enseigne la Bible au sens où elle proclame, et je reprends les propos de Mustapha, qui écoute quand même, qu'il a rappelé dans sa prédiction au temple de Talence le 26 septembre dernier, et qui proclame que l'Éternel est vivant et nous aime plus que tout autre. Eh bien non, l'espace de la spiritualité dont a témoigné aussi la mère Marie-Christine en présentant l'abbaye du Rivet, je ne le connais pas sous ce nom. Mais d'une certaine façon, j'ai rencontré un des lieux où elle se vit, l'Église protestante. Moi, qui ai été élevée dans une famille catholique, mais je dois dire sans conviction, plutôt bourrée de principes, eh bien, j'ai été accueillie pour ce que j'étais et pas pour ce que je devais être à l'âge de 15 ans. J'y ai puisé des liens, des espaces communs, des coexistences qui interrogent, mais ne commandent pas, des coexistences possibles, pour revenir à ce qu'écrit Leibniz. Voilà, donc je termine en disant merci à cette communauté qui m'a ouvert des espaces riches. Et merci à vous.